Salut à tous! Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente, on ne va pas parler que d'aquaponie. En fait je vous propose une interview de Damien Decars, le permaculteur préféré des Français, à qui j'ai posé quelques questions sur le lien entre aquaponie et permaculture. C'est vrai que ces vidéos sont très inspirantes par leur côté nature. On est presque jaloux de sa production de légumes et de la taille de ses légumes. Un de ces quatre, il faudra faire un petit contrôle antidopage quand même, je pense. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne se connaît pas. Je lui ai fait ma demande par mail. Il a eu la gentillesse de me dire oui immédiatement et de réaliser dans la foulée la vidéo avec les questions que je lui ai envoyées. Je me suis mis à l'aquaponie il y a 3 ans et demi environ. Pour moi, la culture en sol était vraiment un dur labeur. En gros, ça faisait mal au dos. J'avoue que depuis 2 ans, je regarde des vidéos de permaculture, et notamment celle de Damien, et j'ai commencé petit à petit à m'intéresser au sujet. L'aquaponie a ses limites, en termes de production de légumes racines. Pour faire de la céréale, ce sont des petites surfaces. L'avantage, c'est qu'on produit des protéines animales avec l'élevage de poissons. Mais petit à petit m'est venu à l'idée que l'aquaponie n'était qu'un complément de la culture en sol. Et comme vous le voyez sur les images, avec mon système aquaponique hiverné pour le moment, j'ai commencé à planter des pommiers à cause ou grâce à Damien. Donc voyons tout de suite tout ça en images. Interview de Damien Decars, aquaponie et permaculture. Salut, salut. Je vais essayer de répondre à tes questions du mieux que je peux. Pour répondre, je me suis mis à côté de mon aquaponie personnelle, ma petite pêcherie, mon petit étang. Et donc j'ai noté tes questions et je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux, sachant que je ne suis pas non plus le plus grand spécialiste de l'aquaponie. Donc si mes réponses ne sont pas totalement exactes, il faut me le pardonner, quoi. Alors, avant de commencer, tac tac tac. Alors moi je m'appelle Damien Decars, je suis un passionné de la nature depuis toujours, de l'environnement. Voilà, j'ai toujours été passionné par les animaux, les végétaux et les écosystèmes. Là on me connaît un petit peu parce que je fais des vidéos sur internet, sur YouTube, sur la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. J'ai également écrit un bouquin sur la permaculture au jardin mois par mois. Et puis voilà, en gros c'est ça mon activité. Quelles sont mes connaissances au niveau de l'aquaponie? Moi, j'ai pas mal de connaissances justement qui font de l'aquaponie. J'ai moi-même travaillé longtemps dans une de mes vies précédentes. J'ai travaillé longtemps dans des jardineries, notamment côté animalerie. Donc j'ai des bonnes connaissances sur tout ce qui est aquariophilie, création de bassins. J'ai de bonnes connaissances là-dessus. Et étant plus jeune aussi, je me suis amusé à une époque à faire un peu de culture. C'était pas de l'aquaponie, c'était de l'hydroponie. Donc j'avais fait des systèmes de bacs à marée, des goutteurs qui coulent sur des billes d'argile avec le pH-mètre, le conductivimètre, etc. Donc j'ai des connaissances quand même un petit peu sur ces sujets-là. Voilà en gros, mais moi-même je ne suis pas un grand adepte de l'aquaponie. Et puis maintenant je m'intéresse plus tellement à ces sujets-là, je m'intéresse vraiment beaucoup plus à tout ce qui est vie du sol. Voilà où j'en suis au niveau de l'aquaponie. Avant de commencer, les questions précises, as-tu une opinion générale sur l'aquaponie ou le lien permaculture-aquaponie? C'est pas évident de répondre. Je dirais que pour moi, le lien permaculture-aquaponie, il peut être très intéressant quand on veut produire de la nourriture, quand on essaie de créer un projet permacole, produire de la nourriture avec le minimum d'espace en ville par exemple. Je pense que l'aquaponie, ça peut être une bonne solution pour produire de la nourriture dans un endroit où on a peu de sol. Voilà, ça peut être une solution efficace. Sinon, j'ai souvent un a priori, j'ai toujours un peu de mal avec l'aquaponie dans le sens où j'ai un petit peu l'impression qu'on met souvent les poissons un peu en surpopulation pour qu'il y ait suffisamment de nutriments pour nourrir les végétaux qui poussent en combinaison. Et du coup, moi je peux faire en sorte de ne pas avoir à mettre ces poissons en surpopulation en faisant d'autres systèmes. C'est pourquoi je ne me lance pas forcément à fond dans ce sujet de l'aquaponie. Mais je pense que ma réflexion serait tout autre si j'étais dans un milieu urbain avec très peu d'espace et que je devais produire un maximum de nourriture avec un minimum d'espace. Alors, avantages, inconvénients de l'aquaponie. En tant que culture hors sol, l'aquaponie présente l'avantage de pouvoir être déployée partout. Indoor, sol impropre à la culture, etc.
quel est ton avis sur le sujet? Ben voilà, effectivement, quand on a pas de sol ou un sol problématique, l'aquaponie peut être une solution si il y a quand même tout un tas d'autres problèmes liés à l'aquaponie, notamment les intrants, la gestion de l'électricité, etc. Mais ça peut être une bonne solution quand on n'a pas un sol adapté à la culture. Si j'habite aux Antilles et que mon sol est bourré de chlordécone, est-ce que la permaculture peut me sauver ou est-ce que la culture hors sol est la seule solution pour produire des légumes sains? Alors, est-ce que la permaculture peut me sauver? Ça peut être une piste de réflexion et pour trouver des solutions. Et effectivement, peut-être qu'une de ces solutions-là est la culture hors sol avec, pourquoi pas, de l'aquaponie. Donc oui, c'est une possibilité pour moi en fait. La permaculture, c'est une vision globale des choses où on a tout un tas de techniques souvent qu'on utilise, les cultures multi-étagées, les forêts comestibles, les plantes pérennes, enfin, une quantité de techniques que l'on peut introduire dans sa permaculture. Et l'aquaponie est une de ces techniques-là que l'on peut introduire dans notre vision globale de permaculture. Donc voilà, peut-être que l'aquaponie peut être une solution dans plein de contextes, notamment le sol pollué. Un autre avantage de l'aquaponie est une consommation réduite d'eau pour cultiver ses légumes. Quand on compare les vidéos du potager d'Olivier et tes vidéos, ce qui saute aux yeux, c'est que celui d'Olivier souffre énormément du manque d'eau. Il arrose depuis le réseau, alors que chez toi, l'eau coule partout, y compris dans ta serre. Est-ce que l'eau n'est finalement pas le nerf de la guerre? Oui, j'ai envie de dire que l'eau, c'est un des nerfs de la guerre. C'est peut-être le plus important, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est c'est une des priorités, un truc qu'il faut vraiment réfléchir parmi les priorités. Quand on se lance dans un projet, il faut, comme on dit, l'eau c'est la vie. Donc c'est vraiment une grosse réflexion qu'il faut avoir sur l'eau, mais il faut également avoir une grosse réflexion sur le climat, sur la qualité du sol, sur les surfaces. Mais effectivement, l'eau c'est un des nerfs de la guerre. L'eau ayant une large place dans la réussite des cultures, pourquoi n'insistes-tu pas spécialement sur l'importance de créer des réserves d'eau de pluie? Pourquoi je ne le fais pas plus que ça? Parce que à chaque fois, pratiquement à chaque fois, j'ai fait en sorte de me mettre dans des situations où l'eau était accessible en surface, où je n'avais pas besoin de faire un forage pour choper l'eau. J'ai toujours essayé de faire en sorte d'avoir de l'eau à proximité qui coule en abondance. Donc quitte à avoir une maison, un terrain un peu moins bien sur plein d'autres aspects, un des aspects prioritaires pour moi c'était l'eau. Donc je me suis toujours mis dans des positions où je n'avais pas besoin spécialement de faire des réserves d'eau. C'est pour ça que je n'en parle pas tout le temps de faire des réserves d'eau de pluie, mais effectivement, quand on n'a pas la chance d'avoir de l'eau qui coule sur notre terrain, faire des réserves d'eau, de stocker l'eau de pluie, c'est une priorité selon moi. Même avant d'aller prendre l'eau au fond d'un forage, car notamment dans le sud où j'étais avant, à force de forer de plus en plus profond, les puits s'assèchent, il y a de l'eau de mer qui commence à rentrer dans les terres. Donc voilà, pour moi, choper l'eau qui est en superficie, facilement accessible, c'est une priorité. Et l'eau de pluie, voilà, mais voilà, pourquoi moi est-ce que j'insiste pas plus? Parce que j'ai de l'eau accessible partout. Mais ce sera dans mes futurs projets de vidéo 2020 un peu plus parler de l'eau de façon spécifique, la gestion, le stockage, etc. Tu parles souvent de la résilience dans tes vidéos et le fait de limiter les intrants. L'aquaponie a deux types d'intrants, la nourriture des poissons et les compléments minéraux ou organiques pour compenser les carences. Penses-tu que ce défaut puisse compenser les bénéfices? Dans certains cas, oui, dans plein de cas, oui. Mais à mon avis, quand on fait de l'aquaponie, si je faisais moi de l'aquaponie, une des réflexions que j'aurais, ça serait comment limiter ces intrants. Donc je sais qu'on peut produire sa nourriture pour les poissons. Selon les poissons, ils peuvent se nourrir à base d'insectes, de vers, etc. Et les minéraux, c'est ça dont tu parles, les minéraux, on peut aussi les récupérer, je sais que notamment dans l'urine, il y a d'autres façons de capter les minéraux. Donc si j'étais dans une production aquaponique, je chercherais à produire, à limiter mes intrants. Pareil pour l'électricité, là tu ne parles pas d'électricité, mais souvent les systèmes aquaponiques que je connais, ils ont besoin d'électricité, donc je ferai en sorte également d'être autonome à ce niveau-là, avoir le moins de besoins possible. Donc je pense qu'en aquaponie, on peut essayer de gagner au maximum d'autonomie
L'aquaponie, c'est recréer un système vivant, ce qui est par nature assez compliqué. Ce défaut devient-il un avantage lorsqu'on acquit les connaissances sur les nutriments, azote, phosphore, potasse, fer, etc., etc., et qu'on veut se lancer dans la permaculture? Oui, de toute façon, c'est sûr que c'est un avantage. Chaque connaissance acquise sur n'importe quel sujet est un avantage quand on veut se lancer en permaculture. Même quelqu'un qui a des connaissances en informatique, le jour où il veut se lancer dans un projet de permacole, eh ben, il va pouvoir faire de la gestion informatique ou de la diffusion d'informations grâce à l'informatique. En fait, vu qu'en permaculture, on s'intéresse énormément à tous les sujets, chaque connaissance est intéressante et valorisable. Donc oui, les connaissances sur les nutriments des végétaux, encore plus, parce qu'en permaculture, on aime bien faire pousser des végétaux. Donc carrément, c'est des connaissances hyper intéressantes à avoir quand on veut se lancer dans un projet en permaculture. Donc protéines animales, tu as créé une mare pour pouvoir, entre autres, manger des poissons. Est-ce une alternative résiliente à l'aquaponie pour élever des poissons? Ben ouais, pour moi c'est une alternative résiliente, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Là, l'étang qu'on a devant nous, c'est un tout petit étang, enfin tout petit, entre guillemets, un 300 mètres carrés c'est quand même très grand, mais pour un étang c'est petit. L'idée c'est de produire des protéines animales avec du poisson, plein de choses qu'on trouve dans le poisson, et que ce soit un système équilibré où les poissons peuvent se reproduire, où j'ai pas besoin d'introduire de la nourriture, un système autonome et équilibré. Donc je pense que quand on a la place et la possibilité, c'est un système hyper efficace. En Amérique du Sud, ils ont fait les Chines en passe, c'est génial. Enfin voilà, pour moi, l'élevage de poissons sur des petits espaces, des moyens espaces, ça peut être une solution efficace pour produire des protéines animales. En aquaponie, on produit des protéines animales avec nos poissons. Peu de vidéos sur la permaculture parlent d'élevage, à part les poules. Tous les permaculteurs sont végétariens? Point d'interrogation. Ben non, tous les permaculteurs ne sont pas végétariens, mais effectivement, l'immense majorité des permaculteurs que je connais tendent vers diminuer énormément leur consommation de viande. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on parle peu de viande, parce qu'en fait la viande, ce n'est pas une obligation. Et puis après, quand on a des poules, on peut très bien manger des poules, on peut avoir des lapins, mais effectivement après il y a peut-être un autre aspect qui peut bloquer certaines personnes d'en parler, parce que si tu fais une vidéo, je connais des gens qui ont fait des vidéos pour dire qu'ils mangeaient leurs canards, leurs poules, et là tu te reçois des vagues de commentaires haineux. Donc effectivement, ça n'incite pas les gens à parler de leur élevage, de la façon dont ils tuent les animaux. Moi, je fais pas d'élevage pour tuer des animaux, enfin si, à part les poissons, j'en parle. Mais sinon, les poules, c'est pour les œufs, et voilà quoi. Donc voilà, j'ai mon petit avis qui vaut ce qu'il veut. Tu utilises des équidés pour transformer de la matière organique, herbes, légumes en crottin. As-tu des projets d'élever des animaux terrestres pour les manger? Non, j'ai pas de projet d'élever des animaux terrestres pour les manger. Les seuls animaux que j'élève, entre autres pour être mangés, c'est les poissons. Sinon les autres, j'ai des canards, des poules, des équidés. Canards et poules, c'est pour les œufs et pour chasser les limaces. Les équidés, c'est pour tondre la prairie et me faire du crottin. Et puis voilà, je pense que j'ai pas besoin de plus. Comment expliques-tu que les canards se prennent pour des poules sur ton terrain? En fait, j'ai 4 canards coureurs indiens sur mon terrain. Il y en a 3 qui vivent comme des canards, c'est-à-dire qu'ils sont juste là, on les voit peut-être pas à l'écran, mais ils sont juste là. Il y a un mâle et 2 femelles qui vivent ici. Et effectivement, le 4e, il est tout le temps avec les poules. En fait, c'est un mâle et il s'est fait chasser par ce mâle-là quand il était très jeune. Du coup, il a trouvé refuge avec la bande des poules et il est tout le temps fourré avec les poules. Voilà, donc c'est ça en fait pour moi la véritable raison, c'est qu'il s'est retrouvé un peu tout seul chassé et qu'il avait que les poules comme amis. Du coup, maintenant, il est très bien avec les poules. Pour l'instant. De manière générale, vois-tu des complémentarités ou des antagonismes entre permaculture et aquaponie? Pour moi, la permaculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vision globale des choses. Et dans cette vision globale, on essaye de trouver les techniques les plus appropriées dans notre contexte. En fait, en permaculture, on essaye de produire de la nourriture en prenant soin de la terre, de l'humain et en essayant de ne pas surconsommer et de partager équitablement. En gros, c'est ça la permaculture. Et donc, dans la permaculture, on peut très bien choisir d'introduire de l'aquaponie ou non, selon le contexte, les envies, les besoins, etc. Donc pour moi, l'aquaponie est une technique tout à fait intégrable dans une vision globale de permaculture. Voilà. Après, peut-être que si on veut trouver des antagonismes, je dirais qu'effectivement, en permaculture, on essaye de prendre soin de tous les éléments qu'on introduit dans notre système, c'est-à-dire que j'essaye de prendre soin de mes végétaux, j'essaye également de prendre soin
de mes chevaux, j'essaye de prendre soin au mieux de mes canards, de mes poissons, etc. pour qu'ils soient dans un contexte le plus favorable ou le plus proche de ce qu'ils pourraient trouver dans la nature. Moi, mes poules, elles sont en liberté, elles sont tout le temps quasiment en forêt. Les canards sont en liberté, ils sont dans les temps. Les équidés, elles ont les 3 équidés, là, j'ai 2 ânesses et une jument, elles ont 2,5 hectares pour elles. J'essaye d'être au plus proche de ce qu'elles pourraient trouver dans la nature. Bon, 2,5 hectares pour 3 équidés, c'est pas ce qu'elles auraient dans la nature. Mais en fait, on essaye d'être au mieux pour leurs besoins. Et je dirais que peut-être un des freins à l'aquaponie dans un système permacole, en permaculture, c'est que pour moi, c'est cette surpopulation de poissons qui est souvent présente dans un système aquaponique parce qu'on veut produire des nutriments pour les végétaux, donc il faut beaucoup de poissons. Voilà. J'espère que je réponds pas trop à côté de la plaque, hein, je fais au mieux. Alors, en aquaponie, contrairement à la pisciculture, les seuls éléments sortants du système autres que les végétaux sont les boues que l'on filtre, matière organique non soluble. Elles sont encore très fertiles pour une culture en sol, donc déposables sur les planches de culture. Toutes les productions végétales non comestibles de l'aquaponie peuvent aussi être utilisées comme compost de surface en sol. Est-ce que pour toi, cette complémentarité entre permaculture et aquaponie justifie les intrants au système, nourriture plus compléments, etc. Oui, ça peut justifier. De toute façon, en général, en permaculture, on tend vers l'autonomie. On essaye d'aller au plus proche de l'autonomie et de limiter les intrants au maximum. Moi, pour l'instant, j'ai encore des intrants sur mon terrain. Je fais venir du foin en hiver, par exemple, un peu de paille pour le potager. Je tends vers limiter ces intrants-là. Donc, en aquaponie, pour moi, c'est la même chose. Les quelques intrants peuvent largement se justifier quand on voit tous les bénéfices possibles de l'aquaponie. Après, voilà, les quelques intrants, pour moi, là où ça devient... Ce qui, moi, m'intéresserait, ce serait de voir comment on peut les réduire au maximum. Donc voilà, comme je l'ai dit, produire la nourriture de ces poissons, produire les nutriments dont les végétaux ont besoin, et produire son électricité pour avoir un système le plus autonome possible. Le côté technique ou technologique de l'aquaponie peut être un attrait afin que les profils high-tech s'intéressent à la culture de végétaux. Que conseillerais-tu à ces profils pour qu'ils passent du high-tech aquaponie au low-tech permaculture en matière de potager? En fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir pourquoi ils s'intéressent au high-tech. Est-ce que c'est parce qu'ils aiment bien bidouiller des trucs? Ça serait vraiment du cas par cas, c'est difficile de répondre. Mais je pense qu'on peut on peut devenir pour moi un geek du potager dans le sens où on peut se passionner sur les recherches, sur les vers de terre, les cloportes, les mycorhizes et tout ça. On peut trouver tout un tas d'intérêts dans un système qu'on appelle le low-tech. C'est-à-dire que la vie du sol, c'est un système tellement passionnant que pour moi, on peut devenir un geek de la vie du sol. Ou alors on peut devenir un geek des plantes sauvages comestibles ou un geek des légumes. Voilà, pour moi, après, il faut voir pourquoi les personnes aiment bien le high-tech. Hein. Mais je pense qu'on peut devenir aussi passionné. Enfin, j'en connais en fait plein de gens qui étaient à fond d'informatique et toutes ces technologies et qui sont rapidement passés à fond de la nature et de la biodiversité, quoi. Pour moi, c'est pas très compliqué de faire le cap. Il faut juste vivre dans un milieu naturel. Si on vit en ville, qu'on a très peu de contact et d'échanges avec la vie sauvage, effectivement, peut-être qu'on va se tourner facilement sur du high-tech. Si on vit à la campagne où on a beaucoup d'échanges avec la vie sauvage, c'est facile de se tourner vers ce sauvage. Voilà, donc si on vit en ville, c'est possible aussi de se tourner vers le sauvage. Il y a plein de gens qui font des balades botaniques en ville. Enfin, voilà, essayer de sortir, voir un peu l'extérieur, même en ville. Il y a des parcs, il y a de la nature, il y a des végétaux qui poussent sur les trottoirs. Et puis il y a des forêts peut-être pas très loin, quoi. Donc sortir un maximum et voir que la nature est incroyablement passionnante. Ce n'est pas ennuyeux du tout, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui s'ennuient à la campagne parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire. Moi je trouve que dans ce petit carré d'herbe qui est là, c'est hyper passionnant, quoi. Donc voilà, s'intéresser à la nature, pour moi c'est une façon de passer du high-tech au low-tech. Est-ce que l'aquaponie pourrait être une transition technologique vers la permaculture? Oui. Il y a plein de façons d'arriver à la permaculture. Donc ça peut être une très bonne façon d'en arriver à la permaculture, passer par l'aquaponie, sans problème. Et puis même on peut continuer de l'aquaponie dans certains cas. Peut-être que c'est primordial dans certains contextes, certains cas, de faire de l'aquaponie. Maintenant on va parler économie. Les fermes aquaponiques ont du mal à s'imposer dans le milieu économique actuel. Ok. Vois-tu les mêmes difficultés pour les jeunes qui voudraient se lancer dans une ferme uniquement en permaculture? Non, pour moi,
le frein dans un projet de commerce en permaculture, c'est la masse de travail. Si on est motivé pour travailler beaucoup, il n'y a aucun frein. Si on est prêt à travailler, c'est très facile, c'est largement faisable de gagner de l'argent avec de la permaculture. Mais c'est juste que quand on veut produire, ça demande déjà du travail. Quand on veut restaurer sa maison, ça demande du travail. Quand on veut s'intéresser à la vie du sol, ça demande du temps. Et vendre des légumes, c'est encore du travail. Vendre des produits de la ferme, c'est encore du travail. Donc c'est pour ça qu'il faut une masse de temps accordé à ce projet-là. Mais si on est prêt à accorder ce temps, c'est tout à fait possible d'avoir une ferme productive en permaculture. Voilà. Après, beaucoup de permaculteurs que je connais n'ont pas envie de vendre beaucoup de légumes. Ils en vendent quelques-uns comme ci, comme ça pour compléter un petit peu. Mais ils visent plutôt un maximum d'autonomie, espacer au maximum des besoins d'argent. Est-ce que la solution à terme n'est pas une économie résiliente à l'échelle d'un village pour les denrées alimentaires? Ouais, carrément. Je pense que de toute façon, tout ce qui est l'échelle humaine, l'échelle d'un village, celle d'une région, pour moi, c'est l'avenir en fait. Les raisins qui viennent de l'autre bout de la planète, ce n'est pas du tout l'avenir. Tout ce qui vient de trop loin, pour moi, ce n'est pas d'avenir. Donc oui, voilà, oui. Comment pousser les gens à massivement revenir au potager tout en construisant des petits écosystèmes résilients avec leurs voisins? C'est un peu toute la question. Moi, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, c'est pour ça qu'on accueille du monde chez nous pour qu'ils viennent voir régulièrement. C'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour inciter les gens, pour montrer qu'on peut trouver du plaisir, un plaisir fou à faire du jardinage naturel et on peut trouver un sens à sa vie, c'est-à-dire que on entend souvent parler des problèmes de biodiversité, etc. Mais on peut faire partie de la solution plutôt que du problème. On peut régénérer la biodiversité, produire de la nourriture saine. Et il y a plein de gens qui sont dans une recherche de sens à leur vie. Souvent, tu as un boulot que tu n'aimes pas, dans une ville que tu n'aimes pas, des patrons que tu n'aimes pas, et là, il y a peu de sens. Donc là, nous, la permaculture propose des projets de vie épanouissants et utiles pour l'ensemble de l'humanité. Donc voilà, c'est passionnant. Et après, si on n'a pas envie de le faire, on ne le fait pas, quoi. Ta chaîne YouTube Permaculture, Agroécologie, etc. compte aujourd'hui presque 200 000 abonnés. Comment expliques-tu cet engouement? Alors moi, je pense que j'ai 200 000 abonnés parce que j'ai commencé à faire des vidéos au sujet de la permaculture, de l'agroécologie, etc. Je crois que c'était en août 2014, donc c'était une époque où il y avait très très peu de gens qui proposaient des vidéos dans ce genre-là. Et puis je pense que les gens ont envie de trouver du sens. Ils en ont marre aussi de manger des produits malsains et en plus qui ne sont pas éthiques du tout. Donc voilà, pour moi c'est normal que les gens s'intéressent à avoir une vie saine, produire de la nourriture saine, vivre en contact avec la nature, trouver du sens. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Et après, il y a de plus en plus de chaînes maintenant qui fonctionnent, qui parlent de ces sujets-là. Je pense que moi j'ai eu la chance, entre guillemets, en tout cas j'ai eu chance ou malchance, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai été un des premiers à le faire beaucoup sur YouTube, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai 200 000 abonnés, je pense parce que je suis là depuis un petit moment, quoi. Est-ce que cette notoriété a changé ta vie dans les 3 dernières années? Oui, carrément. Si j'avais, pas radicalement, hein. C'est-à-dire que bien avant de faire des vidéos, je faisais déjà de la permaculture. J'avais déjà arrêté le maraîchage commercial, je faisais en sorte d'aider les gens à être autonomes. Donc je faisais des jardins chez les particuliers, j'essayais de faire de la formation, j'essayais de diffuser avec pas de notoriété. Donc c'était déjà ce que j'essayais de faire. Par contre, le fait que ça fonctionne bien, notamment sur Internet, ça m'a ouvert des portes et ça a permis d'accélérer en fait le processus. Mais je pense que je ferais à peu près la même chose si personne ne me connaissait, hein. Je faisais déjà ça depuis tout le temps en fait. Et je pense que c'est une voie que je continue depuis toujours et que je ne vais pas arrêter. Peu importe la notoriété, c'est ma voie, quoi. Mais oui, ça a quand même changé ma vie. J'ai pu vendre un livre qui a cartonné, les retours sont magnifiques. Tout un tas de choses dont j'aurais pu rêver avant, mais je n'avais pas accès à ça, quoi. Conclusion. Un dernier mot pour la fin, tes idées du moment, tes projets à venir. Là, ce que j'ai envie de développer de plus en plus, ce ne sera pas forcément en format internet, vidéo, tout ça, c'est l'autonomie, la résilience locale, résilience au niveau du village, de la région, essayer de développer des liens. Ça fait 2 ans que je suis en Corrèze, j'ai pas eu encore trop le temps de créer beaucoup de liens. Bien sûr, je connais plein de monde quand même, mais
voilà, j'ai envie de développer ce projet de résilience locale. Voilà, ça va peut-être pas du tout se voir sur internet, hein, mais en tout cas voilà. Et puis continuer à restaurer ma maison. J'ai une maison, c'est une passoire énergétique, la toiture fuit, enfin bref, retaper ma maison, essayer de créer un projet de résilience locale. Voilà en gros mes projets pour les années à venir, quoi. Et puis planter des arbres, des milliers d'arbres, faire pousser une forêt comestible autour de moi. Eh ben, je te remercie beaucoup pour cette interview. J'espère que mes réponses t'ont convenu. Et puis, ciao ciao.